La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, les samedis à 11h et dimanche à 13h, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Bonjour à tous, et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que je vais consacrer au hérisson et à la vipère. Ce thème du hérisson et de la vipère pour me permettre de vous lire quelques textes de nos auteurs locaux. Charles Sylvestre, Au soleil des saisons, Paul Lavergne, La joie de l'été, L'enfant sous les charmes et Hirondelle et hérisson, Florence de Guy, Fanchette, Albert Plassat, Remède de nos campagnes, mais nous ferons également appel à Paul Bruzon, Simple histoire de mon verger, et à notre voisin Henri Pourrat, Le chasseur de la nuit. La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les, avec petites et grandes histoires de la Basse Marche. Voici un texte de Paul Lavergne, extrait de son ouvrage Hirondelle, hérisson, campanule. L'extrait s'intitule Monsieur et Madame Tupic. Il s'agit bien sûr de Monsieur et Madame le hérisson, qui, vous l'allez voir, rencontrent un hanneton, une limace et la vipère. Monsieur Tupic, le hérisson, a dormi tout le jour, roulé en boule dans un fourré. Il ressemblait à une grosse boque de châtaigne hermétiquement close. Le soleil s'est mis en veilleuse, puis a plongé derrière la colline. Le crépuscule bleuit les alentours, avant que la nuit enferme la terre dans l'ombre. Monsieur Tupic se réveille, son petit groin pointu et violacé apparaît sous son manteau de piquant. Ses yeux noirs brillent avec malice. Après ce long sommeil, Monsieur Tupic est affamé. Il se met aussitôt en chasse de son petit trot qui fait crier les feuilles mortes. Et ses pieds menus sur la terre humide laissent des empreintes fourchues disposées comme des nœuds le long d'une corde raide. Monsieur Tupic se dépêche, grognant tout bas. N'y a-t-il donc rien à se mettre sous la dent? Tiens, voilà maître escargot. Il profite lui aussi du crépuscule pour se promener. Toute corne déployée, portant ses yeux comme deux lanternes au bout d'un bâton, traînant partout sa caravane, enfin je veux parler bien sûr de sa coquille, il se dirige sans bruit, lentement mais sûrement, vers le carré de salade. Monsieur Tupic tombe en arrêt. Escargot, flairant le danger, éteint aussitôt ses lanternes, c'est-à-dire rentre ses cornes, et se glisse précipitamment dans sa maison. Monsieur Tupic ne veut pas se casser les dents sur ce caillou de marbre gris. Il passe au large. Tiens, voici un hanneton, un gros seau de hanneton qui vole avec maladresse, qui se cogne à une branche et lourdement roule sur le dos en se débattant de toutes ses pattes. Monsieur Tupic ne lui laisse pas la possibilité de se retourner, il le ramasse vivement et le croque à belles dents. Il continue son voyage. Quel est ce joli ruban blanc, cette trace couleur d'argent qui luit sur le sol? C'est le chemin que dame la limace, toute dodue, toute ronde, dans sa cape finement plissée et couleur d'orange, a goudronné derrière elle. Dit Monsieur Tupic dans son nez pointu. Elle est vraiment ravissante. Il s'approche en trottinant et il gobe la limace. Il tombe nez à nez avec Madame Tupic qui voyage, elle aussi, à des fins gastronomiques. Devinez un peu, dit-elle, qui j'ai rencontré à la Garenne, derrière l'étang. Un nid de Lapro, peut-être. Ah, vous n'y êtes point. Un homme, sans doute. Oh, j'espère qu'il ne vous a pas maltraité. Vous n'y êtes point, redit Madame Tupic. J'ai rencontré Pévy, la vipère, qui s'était attardée dans les herbes sèches. Naturellement, vous ne l'avez pas manqué, dit Monsieur Tupic. Eh, Pévy m'avait repéré, elle s'est faufilée dans son trou. Bon, dit Monsieur Tupic, demain, je sortirai à l'heure de la sieste, je me charge de cette affaire. Le lendemain, il trottinait le nez à terre du côté de la Garenne lorsqu'une odeur caractéristique vint frapper ses narines. Elle est là, se dit-il. Et il la vit, étendue dans l'herbe de tout son long,
Avant qu'elle s'en fût doutée, il arriva sur elle et se mit à la renifler sans façon, de la queue à la tête. « Dites donc vous !» s'écria Pévy, indigné, les yeux étincelants de colère. Et aussitôt elle frappa. Son crochet à venin s'enfonça dans la lèvre inférieure de Monsieur Tupic. Heureusement, le venin de vipère ne peut rien sur lui. Il est immunisé. « Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe à présent, » dit-il. Il la saisit par la nuque et se roula en boule, de sorte qu'en se débattant pour se faire lâcher, Pévy se perça elle-même tout le corps de coups d'aiguillon et elle en mourut. Quand elle ne bougea plus, Monsieur Tupic montra le bout du nez et commença le festin. Madame Tupic s'empressa de sortir du buisson où elle était aux aguets et vint s'attabler avec lui. Hum, hum, hum. Un excellent repas. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qui pique, pique à pique? Qu'est-ce qui pique quand on le prend? C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. C'est le hérisson, mesdames. Qu'est-ce qui trotte, trotte, trotte dans les allées du jardin? C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. C'est le hérisson, mesdames. Qu'il a pas tout petit bruit, le lait que je laisse pour lui. C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. C'est le hérisson, mesdames. Qui roule, se met en boule sous les feuilles du groseillier. C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. C'est le hérisson, mesdames. Qui se cache et qui s'endort quand il fait bien froid dehors. C'est le hérisson, mesdames, c'est le hérisson. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. Nous allons maintenant faire appel à Charles Sylvestre. C'est un extrait de son ouvrage Au soleil des saisons, avec un chapitre consacré au hérisson. À la belle saison, après le coucher du soleil, quand le ciel encore lumineux traverse les feuillages d'une clarté fourmillante, le hérisson quitte sa cachette. Il se déroule et s'avance dans l'herbe, avec prudence. Il s'enhardit, tandis que l'obscurité s'accroît. Pendant le jour, il a sommeillé à l'abri d'un épais roncier, au creux des racines d'un vieil arbre. Il a faim. Son sommeil ne lui tient pas lieu de dîner. Il se met en chasse. Le voilà qui furette, étend son museau, dresse l'oreille, tâte le sol. On l'a vu sortir du buisson comme une parcelle de broussailles. Il trotte pesamment sur ses pattes courtes. On connaît la figure très fine et rusée de ce petit quadrupède aux yeux luisants et bridés. Le masque pointu, qui tient du porc et de la souris, parfaitement équilibré pour la défense, son corps vigoureux et protégé par un bouclier de piquant aigu et dur, qui s'agrippe du front à la croupe, recouvre les chines et les flancs. Mais la panse et les jambes ont un manteau de poils très doux et soyeux. Les muscles de son dos, s'il courbe la tête et ramène les pattes vers le ventre, le referment exactement. L'ennemi ne pourra l'ouvrir et faire sauter la serrure. Qui s'y frotte, s'y pique. Il bravera les plus terribles animaux et les plus malins. S'il flaire le moindre danger, il attend patiemment, changé en énorme bague. Il s'entrebâille et se verrouille plus vite. Il marche vers la proie dans cet appareil qui reste invincible, gourmand d'insectes, de gros vers blancs, de limaces et d'escargots, de fruits et de racines. Mais il est aussi carnassier, buveur de sang et mangeur de chair. Il fouille la terre de son groin à la manière d'un minuscule sanglier. S'il découvre dans une haie les œufs de la pintade coureuse, il s'en taille un bon repas, les perce et les suce, écrase les coquilles et s'en va, content. Il ne méprise pas les jeunes couvées d'oiseaux. S'il en trouve, ainsi que les tendres lapreaux, il arrive qu'il se glisse nuitamment dans les poulaillers mal fermés. Il ne craint pas d'attaquer les poulets et même la mère, tandis qu'ils sont endormis sur le perchoir.
Il est assez prolifique. Au mois de juin, sa femelle met bas une douzaine de petits. Tout l'hiver roulé en pelote, il se cache dans un trou, sous un amas de mousse et de feuilles mortes. Il sommeille jusqu'au premier rayon d'avril. En somme, c'est un animal plus bienfaisant que nuisible. Il détruit la vipère. Il la saisit par surprise avec sa mince mâchoire solide et tout de suite disparaît dans sa forteresse hérissée d'aiguilles. Le serpent ne peut la forcer. Il se débat longtemps et se crispe et fouette le sol en inutiles efforts. Il retombe enfin, épuisé, inerte. Alors, seulement, le vainqueur, à la fois citadelle et assaillant, s'ouvre et vient prendre son régal. Des paysans assurent que sa chair est bonne à manger. Elle est excellente et fort savoureuse en sauce au vin rouge, disent-ils. Ces intrépides tiennent des bohémiens la recette. L'espèce qu'ils désignent sous le nom de nez de goret est la meilleure à leur avis. L'autre, qu'ils appellent tête de chien, est moins délicieuse et même ne vaut pas grand-chose. Ils reconnaissent avec un sourire qu'un bon petit lapin sauvage n'est pas plus mauvais. Au contraire. Paul Bruzon, dans son ouvrage Simples histoires de mon verger, nous confirme les informations de Charles Sylvestre. Une autre victime de l'ignorance humaine, le hérisson, mérite également révision de son procès. De quoi l'accuse-t-on? D'embrocher sur les épines de son dos nos prunes et nos poires pour les emporter dans son gîte? Quelle sotte calomnie! Regardez donc sa mâchoire, ses incisives coupantes, ses canines pointues, ses molaires striées de fines arêtes, sont-elles faites pour écraser des fruits? Croyez-moi, quand le hérisson parcourt le verger après le coucher du soleil, ce n'est point pour marauder, mais bien pour chasser le hanneton, la courtilière, la limace ou l'escargot, proie de capture facile dont il fait sa nourriture habituelle. Il aime aussi la chair saignante, mulot, campagnol, souris en savent quelque chose. Et la vipère, parfaitement. Quand l'occasion s'en présente, il n'hésite jamais à s'attaquer à ce morceau de choix, faisant alors preuve d'un courage, d'un esprit de décision, d'une vivacité impossible à soupçonner, étant donné son aspect balourd et sa couardise coutumière. Il faut le voir éviter les ripostes du hideux reptile, opposer à ses crocs venimeux son invulnérable cuirasse épineuse, protéger sa tête en faisant grosse châtaigne comme dit mon petit-fils, puis, profitant de l'instant favorable, le saisir à la nuque et lui briser les vertèbres cervicales. Petites et grandes histoires de la basse marche. Nous venons de voir que le hérisson n'hésite pas à s'attaquer à la vipère, aux vipères, comme on dit en basse marche. Nous allons maintenant nous intéresser à la vipère et au serpent. Et d'abord avec ce poème de Paul Lavergne, extrait de son recueil « La joie de l'été ». Les vipères paresseuses dorment au bord de l'étang, leur petit œil froid ouvert et que le soleil ne fait pas cligner. Dans les feuilles sèches et les branches tombées, elles sont comme une branche plus souple en travers de l'étroit chemin. Une petite branche noire qui se faufile et qui luit et qui tombe dans l'eau soudain refermée. Une petite branche glissante et froide comme de l'eau d'étang. Quand sous mon pied de promeneuse, les cailloux ont tout à coup roulé sur l'étroit chemin où dormaient les vipères. Dans
Dans son ouvrage Au soleil des saisons, Charles Sylvestre nous rapporte une conversation avec un zoologiste spécialiste des serpents. Notre hôte nous mena à ces terrariums bien aménagés. Il se gaussa de ces prétendus chasseurs de vipères, friands de primes à bon compte, et qui présentent des couleuvres inoffensives aux apparences de serpents dangereux. On paye bien ces apparences, le tour est joué. Ces garçons, dit le zoologiste, se vantent de prendre vivantes des vipères, en les saisissant à la nuque avec les doigts. D'un coup brusque, ce sont des farceurs. Je prends des couleuvres par la queue ou par la tête, mais jamais des vipères avec la main. Ce serait trop dangereux. Au premier soleil, la vipère s'allonge près de son trou. On peut alors la saisir avec un nœud coulant au bout d'une perche, ou mieux, avec de longues pinces faites pour cela. Il parla de la terrible bête au museau retroussé à la pupille verticale. Elle aussi, elle est utile, et si l'homme ne l'attaque pas, elle passera sans le mordre. Il y a la vipère aspie brune, olivâtre, cendrée ou fauve, la vipère bérus ou vipère à 3 plaques, sorte d'écuchon plus large que les autres écailles. La vipère aspie recherche les broussailles, les lieux incultes, les brandes. C'est au commencement de novembre qu'elle s'apprête à hiverner. Elle a des provisions de graisse qui lui permettent de passer de longs mois sans manger. À la fin de l'hiver, elle se meut lentement, moins rapide que la couleuvre sans défense. Au jour de chaleur, elle s'agite davantage et va chasser loin de son gîte dans les champs où grandissent les récoltes. C'est là qu'elle se tient en arrêt et guette. Elle s'élance, fait un carnage de mulots et de musaraignes, les happe d'un seul coup. Le corbeau et la mouette sont des oiseaux de belle allure, et moi le serpent je rampe entre les pierres. Mes yeux ne peuvent suivre leur vol superbe. Le regard au ras du sol, je devine la joie de l'envol. Et je rêve d'elle, mais je reste à grouiller sur la terre. Et le sang des guerres rejaillit sur moi le serpent rejette le mal et la misère. Petites et grandes histoires de la basse marche. Un petit texte maintenant sur la couleuvre, un extrait de Fanchette, un roman de Florence Deguy. Tout le long d'une marche de terre et de pierres inégales, une belle couleuvre était étendue. D'un vert noir, moiré de jaune éteint, elle s'ornait d'un collier blanc. Élégante était sa forme et discrète sa teinte. Fanchette, debout sur la marche au-dessous, eut un frisson si douloureux qu'il lui en resta un tremblement dans ses mains maigres. Ne cessant de regarder la bête, ne sachant ni la franchir d'un bond ni reculer, elle s'aperçut que la couleuvre était morte. Un pied pesant avait écrasé la nuque et du rose, surgissant des écailles sombres, avait teinté le collier blanc. L'enfant monta quelques marches à reculons, les yeux toujours fixés sur la couleuvre. Autour de la bête morte tournait maintenant le vol vert et or de quelques grosses mouches. Dans le roman L'enfant sous les charmes, Miette, la grand-mère Miette, met en garde sa petite-fille Doudi qui vient de s'embarrasser dans une grosse pierre et elle se trouve, sans aucun mal, assise sur la bruyère. « Il est dangereux de rester là, » dit Miette. « C'est la maison du serpent. » D'un bond, Doudi s'est redressée. « La maison du serpent ? Où est la porte, grand-mère ?» Et il y a justement un petit trou qui s'ouvre sur les profondeurs de la terre. C'est par là que le serpent pénètre chez lui. Y est-il en ce moment? Non, dit Miette. Il ne rentre que le soir. Pendant le jour, il chasse. Doudi pousse un cri. Ah, le voilà! Il s'est endormi sur la bruyère. Miette s'avance vivement. Ce n'est pas lui, dit-elle. Ah, j'ai eu peur, hein. Ce n'est que sa robe qu'il a posée avant de s'en aller. Ce n'est en effet qu'une vieille peau de serpent toute déchirée, et la fillette désire qu'on l'entretienne de cet animal qui dépose sa robe dans l'herbe avant d'aller se promener. Miette se trouve plus d'une fois embarrassée, elle en est réduite à parler du serpent comme d'une personne très coquette, mais qui ne prend pas soin de ses vêtements. Il me semble qu'il pourrait la raccommoder, cette robe, ou du moins la serrer dans son armoire au lieu de la jeter au chiffon comme ça, prétend Doudi.
Voici maintenant un texte d'Henri Pourrat, extrait du Chasseur de la nuit, un chapitre qui s'intitule « La vipère rouge ». Un jeune garçon, Célestin, vient d'être mordu au champ par une vipère rouge. Sa compagne Amélie vient à son secours, tue la bête, hisse le garçon sur un cheval et le conduit le plus vite qu'elle peut chez un meunier qui sait guérir ces dangereuses morsures. Mais la route est longue pour Célestin. Il faut s'arrêter de nouveau. L'enflure monte, la peau se marbre. Au-dessus du mouchoir roulé en corde, elle fait bourrelet. Comme cette jambe prend mauvais aspect. Amélie l'a à hauteur de sa figure, tandis qu'elle arrange le mouchoir. Célestin s'est couché sur l'encolure du cheval. Tu ne vas pas te laisser aller tout de même. On ramasse son courage. Ce qu'elle dit semble dérisoire. Et elle voit Célestin se redresser à la façon d'un enfant qui boude. Tu y crois, toi, à ce remède ? Écoute, le père dit, pourvu qu'on lui apporte la vipère, le meunier est sûr de son coup. Ils arrivent à la ferme. Une grosse femme s'est montrée sur la porte. « Ah, vous venez pour le remède ? Mais c'est que mon homme n'est pas là. » Mais dans le moment d'après, la femme revient. « On peut dire que la chance vous en veut. Avez-vous la vipère au moins ?» Le meunier entre derrière elle. « Fais voir ta jambe, mon petit. » Célestin paraît tranquille, mais l'enflure a gagné jusqu'au genou. L'homme a pris un air mécontent. Et la vipère ? Bon sang ! Une vraie saleté de vipère rouge. Une vipère aspie avec son nez carré. Le meunier explique quel est son remède. Il met en boulette le foie de la vipère avec une certaine herbe qu'il connaît par secret de famille. Pas d'autre mystère. Pas de ces prières qu'on marmonne. Il fait manger une des boulettes à Célestin en lui demandant s'il a des frissons, s'il se sent abattu. Petite, fais-lui faire le tour du parc. Oui, comme cela. Mais une deuxième fois. Une troisième fois. Chaque fois, le meunier regardait la jambe. Il voyait toujours trop d'enflure. Enfin, il a pu dire que l'enflure baissait, que le remède avait porté médecine. Tu peux rentrer chez toi, mon petit. Tu diras à ta mère que tu es de bonne guérison. Dis-lui aussi de ne te donner que du lait, rien que du lait pendant 3 jours. Ce que vous me devez, allez, voulez-vous vous sauver, malheureux ? Albert Gourceau nous indique que pour se préserver des morsures de serpent, on conseillait de couper avec les dents la première fougère qu'on rencontre au printemps, puis de cracher cette tige en la faisant passer par-dessus son épaule. Cela se pratiquait surtout dans la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles. On conseillait encore de manger un œuf pondu le jour du jeudi saint. Il nous indique également que dans la région de Magnac-Laval, on utilisait parfois un emplâtre composé de feuilles de cassis pilées avec de la thériaque que l'on diluait dans un demi-verre de vinaigre. Dans un article du bulletin de la Société ethnographique Vieux remèdes de nos campagnes, particulièrement dans l'ouest de la Creuse, Albert Plassat nous parle lui aussi des remèdes contre les morsures de vipères. Le seul remède, avant de pouvoir utiliser un sérum antivenimeux, était de faire sucer le venin de la morsure et de le recracher, ou d'ouvrir la morsure avec un rasoir et de cautériser la petite plaie avec une tige de fer rougi au feu. L'usage du sérum antivenimeux a bien simplifié les choses. Le vaccin n'est peut-être pas assez répandu, sauf chez les chasseurs pour leurs chiens. Bien que les vipères abondent, très rares sont les gens qui se font mordre. Cela tient au fait que les gens de la campagne se méfient, surtout lorsqu'ils abordent des lieux que ces reptiles aiment fréquenter, et que, d'autre part, les vipères sont très peureuses et s'enfuient si on n'a pas la déveine de mettre le pied, d'où l'utilité des bottes, ou la main dessus. Ils s'en tuent d'ailleurs beaucoup chaque année, ces bêtes inspirant une répulsion instinctive qui s'étend aussi bien aux peu dangereuses et utiles couleuvres qu'au sympathique petit orvet qui, lui, n'est pourtant pas un serpent. Il faut avouer que, si l'on n'y regarde pas de très près, on voit mal la différence entre une vipère et une petite couleuvre, et aussi qu'une couleuvre de près de 2 mètres de long fait tout de même un peu peur. Cela doit dater du jour où notre mère Ève a eu le petit accident que l'on sait. Elle a ses mains devant son cœur, des doigts qui touchent des parfums, des pieds qui n'ont pas de moteur, et des gestes de
physicien. Elle a des amours de jeunesse qu'elle porte comme des petits chats quand on lui dit de les poser. Elle vous regarde, ne comprend pas l'églantine de mon jardin. Elle n'a pas de nom, pas de vie, elle vit seulement à 4 heures dans une chambre loin d'ici où se révèlent ses envies. L'églantine de mon jardin. Petites et grandes histoires de la basse marche. Avant de conclure, je voudrais revenir sur notre ami le hérisson. En effet, ceux-ci sont en train de disparaître de nos campagnes, y compris de nos campagnes de basse marche. C'est ainsi que là où il y avait 100 hérissons en 1950, il n'en reste que 3 aujourd'hui. Alors faisons un effort et même des efforts, car 60% des causes de mortalité des hérissons sont dues à l'activité humaine. 26% des hérissons sont décimés par intoxication chimique provenant des pesticides, des tulimaces. 24% sont écrasés sur les routes et 10% périssent par noyade, par blessure ou par brûlure. Un peu comme pour les abeilles dont nous parlerons en 2018, il est grand temps de sauver l'espèce. Au jardin de mon père, était un gros ballon. Au jardin de mon père, était un gros ballon. Tout rond comme la terre, en vert et bleu profond sous le pont. Danser mon compère. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que j'ai consacrée au hérisson et à la vipère. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Charles Sylvestre, de Paul Lavergne, de Florence Duguy, d'Albert Gourceau, d'Albert Plassa, de Paul Bruzon et d'Henri Pourrat. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux chanteurs Pierre Boulez, Gilles Elbaz, Pascal Briquel, Maurice Bénin, au groupe Maluzerne et aux charbonniers de l'enfer que nous écoutons en ce moment. Je vous rappelle que la réalisation technique de cette émission est assurée par Christophe Gourcerol. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Ce sera une émission que j'ai intitulée Contre l'orage et pour faire pleuvoir. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. On prit toutes les pierres pour nourrir le canon sous le pont. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. On tuait père et mère et brûlait la maison. On tuait père et mère et brûlait la maison. Moi je les ai vus faire, cachés dans le bas fond sous le pont. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Moi je fais mes prières, je sais bien ma leçon. Moi je fais mes prières, je sais bien ma leçon. Si Dieu les laisse faire, c'est qu'il en sait raison sous le pont. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Si vous voyez mon frère, dites-lui ma chanson. Si vous voyez mon frère, dites-lui ma chanson. Dites-lui que j'espère qu'il rentre à la maison sous le pont. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Dansez, mon compère, les beaux jours viendront. Au bord de la rivière, j'ai trouvé mon ballon.